Sorciers, sorcières, moldus et non-mages, bienvenue. Durant la saga Harry Potter, on remarque que les moldus sont souvent présentés comme inférieurs aux sorciers. C'est tout du moins la façon dont ils semblent être perçus par la communauté magique. Leurs méthodes de soins comme la chirurgie ou les points de suture sont considérés par les sorciers comme de la barbarie, et même s'il est mal perçu de s'en prendre directement aux moldus, les personnages qui avaient envie de les mépriser en public n'avaient pas à s'en cacher. Même McGonagall, lorsque Harry et Drago vont en venir aux mains, leur reprochera de s'être battus comme des moldus. Le traitement des personnages non magiques dans Harry Potter est donc un peu dédaigneux, et même les parents de Hermione n'ont jamais une seule ligne de dialogue, et n'apparaissent que très rarement. À l'exception des Dursley, qui sont la pire représentation de Moldu qu'on puisse avoir, seul le Premier ministre Moldu apparaît mais n'a pas d'impact réel sur l'avancée des événements. Il permet juste de faire comprendre que les politiques magiques et non magiques communiquent entre elles, et que ce sont plus les Moldus qui subissent les sorciers que l'inverse. Il y a là un paradoxe, où les Moldus sont évoqués par Grindelwald comme une menace, et pourtant, ils sont représentés comme des proies faciles, qui subissent la magie sans pouvoir jamais se défendre. Bref, les Moldus sont au pire considérés comme des parasites ou des menaces éradiquées, et au mieux comme des êtres fragiles à protéger qu'on regarde avec une certaine tendresse condescendante. Et puis, est arrivé Jacob Kowalski, pour nous montrer qu'on n'a pas besoin d'être un sorcier pour être reconnu dans le monde magique. Bienvenue dans ce premier cours d'études sur les Moldus. Et c'est de façon chronologique que nous allons étudier ensemble le cas de Jacob Kowalski. De ce qu'on sait du passé de Jacob Kowalski, il est né entre le 6 décembre 1899 et le 5 décembre 1900 en Pologne. Mais c'est un ressortissant américain, et au moment du film Les Animaux Fantastiques, il est présenté comme un citoyen américain moyen. On sait qu'il a servi en France entre 1914 et 1918 pour la Première Guerre mondiale du monde non magique. Et même s'il n'en parle pas beaucoup, on comprend que c'est une période qui l'a profondément affecté. Il ne revient aux États-Unis que 6 ans après la guerre pour travailler dans une usine de conserve, et on sait qu'il se fiance avec une non-mage qui répond au nom de Mildred. Pendant tout ce temps, et malgré la frustration d'avoir la sensation de vivre une vie misérable, il garde à l'esprit son rêve d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie. C'est le 6 décembre 1926 que Jacob fait la rencontre de Norbert Dragono à la Steel National Bank. Le refus de la banque de lui prêter l'argent pour ouvrir sa boulangerie va être l'élément déclencheur du reste de la vie de Jacob. En sortant de son rendez-vous, l'œuf d'Occamy que Norbert avait oublié à côté de Jacob va éclore. Norbert va utiliser la magie devant lui, échouer à l'oubliété, et Jacob va s'en aller avec la mauvaise valise. Par la suite, des animaux vont s'échapper de la valise, Jacob sera mordu par un murlape, et c'est aux côtés de Norbert que Jacob va découvrir malgré lui le monde de la magie. Et sans le savoir, Jacob va intégrer ce monde magique pour le reste de sa vie. Et ce qui frappe tout de suite chez Jacob, c'est l'émerveillement avec lequel il découvre la magie. Ok, son personnage fait office de ressort comique et a droit à plus d'un moment de ridicule. Mais il a un courage aussi grand que la beauté de son cœur. Et ce qui frappe d'abord, c'est que Jacob a rarement eu peur de la magie ou même des sorciers en général. Le fait est que Jacob a une image très pauvre de lui-même. Il a une très faible estime de lui-même, allant jusqu'à se dévaloriser devant Queenie et lui confesser qu'il n'est pas différent des autres, qu'il y a une foule de gens qui sont comme lui. Parmi les humains non magiques, Jacob est délaissé, regardé de haut et abandonné. Il n'envisage pas une seule seconde que les sorciers puissent voir en lui une personne de valeur, à apprécier, voire même à aimer. Pourtant, même en dehors du monde magique, Jacob est une personne pleine de qualités. Il veut ouvrir sa boulangerie parce qu'il veut rendre les gens heureux, il est modeste, reconnaissant qu'il n'aurait jamais assez d'imagination pour rêver à tout ce qu'il découvre, il est extrêmement bienveillant envers les animaux fantastiques, alors que ceux-ci lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Dans la valise de Norbert, Jacob se prête de bon cœur au jeu d'aider Norbert à nourrir et entretenir les animaux qu'il transporte, et il prête main forte, au sens propre du terme, à ses compagnons sorciers. Les sorciers ayant l'habitude de forcer les serrures avec la magie, il ne leur viendrait pas à l'idée de défoncer une porte comme le fait Jacob dans le bureau de Graves, ou encore de frapper Knarlack d'un coup de poing dans son speakeasy. Jacob devient une part importante de l'entourage de Norbert, et ce qui le rend important avant toute chose, c'est qu'il est apprécié. C'est une chose d'autant plus forte que Norbert, habituellement, n'aime guère la compagnie des humains. Jacob fait exception. Norbert, au fait, pourquoi vous m'avez gardé avec vous? Parce que je vous apprécie. Parce que vous êtes mon ami. Et je n'oublierai jamais à quel point vous m'avez aidé, Jacob. Il est à noter que la plupart des animaux de Norbert semblent ressentir la bienveillance de Jacob. Dougal, le demi-guise, n'hésitera pas à se jeter dans ses bras pour se protéger, et aucun des animaux dans la valise ne montre la moindre animosité envers Jacob. On gardera le cas de l'éruptif comme une exception, tant les circonstances sont...
va dire particulière. Pour finir, lorsqu'il est temps pour Jacob d'oublier le monde magique et que Tina, Queenie et Norbert s'apprêtent à lui dire au revoir, c'est Jacob qui insiste pour leur faire comprendre que c'est mieux ainsi. D'une certaine manière, Jacob se sacrifie pour ses amis et il le fait sans regret. À ce stade du récit, Jacob est un non-mage forcé de reprendre sa place dans le monde non magique. Pourtant, au travers de l'amour de Queenie et de l'amitié de Norbert, il est et il reste, de manière indéfectible, lié au monde de la magie. Quoi, vous n'allez pas m'oublier? Non, voyons. Vous êtes l'un des nôtres maintenant. Les circonstances dans lesquelles Jacob retrouve ses souvenirs sont assez floues. Il prétend ne rien avoir véritablement oublié car la potion de Norbert effaçait les mauvais souvenirs et qu'aucun de ses souvenirs de la magie n'était mauvais. Mais Jacob raconte cela tandis qu'il est sous l'effet d'un filtre d'amour. Ça peut être la vérité, tout comme il est possible que ce soit en fait Queenie qui lui ait rendu la mémoire. Quoi qu'il en soit, au moment où il retrouve Norbert, Jacob a refusé d'épouser Queenie, respectant les lois du monde magique en Amérique. Mais son refus d'épouser Queenie ne diminue en rien l'amour qu'il ressent pour elle, bien au contraire. Et aux yeux de Jacob, c'est une preuve d'amour envers elle que de suivre les lois de son monde, refusant qu'elle aille en prison à cause de lui. La toute première fois que Queenie blessera Jacob, ce sera quand elle le traitera de lâche. C'est ce moment qui va pousser Jacob à dire, ou plutôt à penser, à des mots qu'il va regretter. Il n'hésitera pas par la suite à partir avec Norbert en France, à la fois pour se réconcilier avec Queenie et pour réconcilier Norbert avec Tina. À ce niveau de l'intrigue, la confiance que Jacob et Norbert ont l'un envers l'autre est aveugle et sans limite. Bien, suis cette plume. Quoi? Jacob, suis la plume. Je suis la plume. Où est-il? Jacob est toujours sidéré que Queenie soit aussi amoureuse de lui qu'il l'est d'elle. Il ne le comprend pas, il pense ne pas la mériter, mais cela ne l'empêche pas de vouloir arranger les choses avec elle, même si cela doit le conduire à devenir témoin des grands événements qui marqueront le monde magique à ce moment-là. Et en soi, un non-mage qui rencontre le grand Nicolas Flamel, c'est pas rien. Et c'est parce qu'elle aime Jacob que Queenie va écouter Grindelwald. C'est parce qu'elle aime un non-mage que Gellert trouve un moyen de manipuler et instrumentaliser une Légilimens. Jacob, de son côté, reste amoureux de Queenie, mais il va aussi rester fidèle à ses valeurs et à Norbert, quitte à voir l'amour de sa vie s'en aller aux côtés du plus grand mage noir de son temps. Mais ce qu'il y a de marquant au moment du discours de Grindelwald au Père-Lachaise, c'est la réaction de Jacob face à la vision de Grindelwald. Les sorciers sont bouleversés de découvrir que les non-mages développent des armes qui pourraient menacer les sorciers, et Jacob aussi est terrifié, mais ce n'est pas le conflit entre les mondes magiques et non magiques qui l'effraie. Ce qui le terrifie, c'est de voir la guerre arriver de nouveau, lui qui a déjà connu le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Pas une autre guerre. À partir de cet instant, la vie de Jacob est reliée à la vie du monde magique. Il n'est plus seulement un non-mage dans le monde magique, il est la seule personne qui peut éloigner de Grindelwald la Légilimens qui l'accompagne. Il est un ami fidèle de Norbert et il est prêt à prendre tous les risques pour retrouver Queenie. Mais jamais il ne choisira la facilité au détriment du bien. L'échange de Lally et Jacob dans la rue est de loin ma scène préférée de tous les animaux fantastiques. Lally met en place un stratagème pour faire sortir Jacob de sa boulangerie pour qu'il vienne en aide à une inconnue. Ce n'est qu'après cela qu'elle va lui révéler sa nature de sorcière. Par ce biais, Lally a mis en place une situation où Jacob a l'occasion de révéler ce qui sommeille en lui. Un attachement à la justice, un grand sens de l'honneur, un extraordinaire courage et un altruisme sans bornes. Et malgré toutes ces qualités, Jacob est aveuglé par les traumatismes et sa souffrance qui le rendent incapable de voir sa propre valeur. Il n'y avait qu'en montrant à Jacob qui il était profondément que Lally pouvait le convaincre de sa valeur et qu'il avait sa place aux côtés des plus grands sorciers pour lutter pour la bonne cause. C'est durant ce film que Jacob va recevoir un curieux cadeau qui va nous laisser perplexes. Une baguette magique en bois d'amourette et dépourvue de cœur, donc sans aucun pouvoir magique. Mais quand Jacob reçoit cette baguette, celle-ci prend une valeur toute particulière pour lui, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Après cela, Jacob sera une partie importante du plan sans plan impliquant un mélange de plans de Dumbledore. Et tout au long des événements, Jacob va porter ses valeurs en étendard, fièrement et sans jamais faillir. Il sera révulsé que Grindelwald soit absous de ses crimes et hurlera à l'injustice. Il ira à l'affrontement avec Grindelwald par amour, alors qu'il n'a aucune chance de faire face au mage noir, et il supportera le Doloris d'une façon qui fera débat au sein des Potterheads. Et Dumbledore va professer son admiration pour Jacob par 2 fois. Une première fois en rappelant à Jacob que ce qui fait sa force, c'est son grand cœur,
Et la deuxième fois, c'est en reconnaissant à Jacob son lien profond avec le monde magique. Je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux la garder? Ça me fera un souvenir. Je ne vois pas qui d'autre la mérite plus que vous. Le film se conclut sur le mariage de Queenie et Jacob, Tina et Norbert en témoin. À ce stade de l'histoire, Jacob est un point central pour les personnages. Il est celui qui les rassemble tous. Pourtant, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, Albus se tient à l'écart, enfoncé dans les ténèbres de sa solitude. Mais on sait l'importance qu'Albus prête à l'amour, et c'est de loin qu'il observe la preuve de l'amour inconditionnel que Jacob éprouve pour celle qui devient sa femme et pour tous ceux qui sont ses amis. Pourquoi ce cadeau d'une baguette sans cœur? D'un point de vue purement pragmatique, cette baguette permet à Jacob de temporairement se faire passer pour un sorcier. Mais d'un point de vue symbolique, cette baguette est comme Jacob. En tant qu'objet, en tant que baguette, elle appartient au monde magique, sans être magique elle-même. Et Jacob, lui aussi, fait partie de ce monde, tout en étant dépourvu de pouvoir magique. À la différence de cette baguette, Jacob, lui, a un grand cœur. Et l'amour est la source de la plus puissante des magies. Jacob brille par sa générosité, par son courage et par son amour, qu'il exprime au travers de Queenie ou auprès de Norbert sous la forme de leur improbable amitié, peut-être trop peu évidente à l'écran. C'est à mes yeux le meilleur personnage des Animaux Fantastiques, car contrairement à la réaction que Grindelwald attend des non-mages, il n'a pas peur de la magie, il est émerveillé par elle. Et il considère les sorciers non pas comme des êtres supérieurs ou différents de lui, mais comme des égaux. Mais demeure une question. Pourquoi se relève-t-il aussi facilement de ce Doloris que lui lance Grindelwald? Ma théorie est que Jacob connaît déjà trop bien la douleur. Il s'est longtemps détesté lui-même, il se voit comme insignifiant et il est prêt à tout pour protéger Queenie du mal. Pour Jacob, la pire des douleurs n'est rien comparé à la douleur de voir souffrir ceux qu'il aime. Ou, pour l'exprimer en de meilleurs termes, pour Jacob, souffrir est un prix qui vaut la peine d'être payé si cela doit protéger ceux qu'il aime. Dumbledore nous rappelle souvent que dans les pires instants, il nous faut choisir entre le bien et la facilité. Jacob Kowalski, non-mage de son état, nous a prouvé sa valeur, car jamais il n'a choisi la facilité. Ce cours touche maintenant à sa fin et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue dans les commentaires si le cœur vous en dit. Car c'est seulement lorsqu'on arrêtera de se poser des questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. C'était le professeur M de l'Académie de magie de Beaubaton, pour vous servir.